La piste du crime par Wilkie Collins. Partie 8 du livre audio. Chapitre 26. Plus obstiné que jamais. Ariel se tenait dans la sombre salle du rez-de-chaussée, à moitié endormie, à moitié éveillée, attendant que nous quittions la maison. Sans nous parler, sans nous regarder, elle nous conduisit à travers la ténébreuse allée du jardin et ferma la porte derrière nous. « Bonsoir, Ariel !» lui criai-je du dehors par-dessus la palissade. Je n'entendis, pour toute réponse, que le bruit de ses pas pesants, pendant qu'elle retournait vers la maison, et bientôt après, le bruit sourd de la porte d'entrée qu'elle refermait. Le valet de pied avait judicieusement allumé les lanternes de la voiture. Il en prit une à la main pour venir nous éclairer à travers le labyrinthe de briques qu'il nous fallait traverser. Nous pûmes ainsi gagner la grande route sans accident. « Eh bien, me dit ma belle-mère quand nous eûmes repris place dans la voiture, vous avez vu Misérimous Dexter. J'espère que vous en avez assez. Pour moi, je lui rendrai la justice de déclarer que je ne l'ai jamais vu, depuis le temps que je le connais, aussi complètement fou qu'aujourd'hui. Qu'en dites-vous ? » « Je n'ose pas contredire votre opinion, repris-je. Mais si je dois vous exprimer la mienne, je ne suis pas absolument sûre qu'il soit si fou. » « Vous ne le croyez pas fou, après les actes insensés auxquels il s'est livré dans son fauteuil ?» dit madame Macallan. « Vous ne le croyez pas fou, après l'exhibition qu'il nous a faite de son infortunée cousine ? Vous ne le croyez pas fou, après avoir entendu les strophes qu'il a chantées en votre honneur ? Après l'avoir vu, pour couronner dignement le tout, tomber dans ce lourd sommeil ? Valéria, Valéria !» L'antique sagesse avait bien raison de dire qu'il n'y a pas de pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. « Pardonnez-moi, chère madame Macallan, j'ai vu tout ce que vous venez de rappeler et je n'ai jamais été plus surprise, plus confondue depuis que j'existe. Mais maintenant que je suis revenue de mon étonnement et que je réfléchis sur ce que j'ai vu et entendu, je ne puis m'empêcher de douter que cet homme étrange soit réellement fou dans la véritable acception du mot. Il me semble qu'il n'a fait qu'exprimer franchement, quoique d'une manière décousue et confuse, je l'admets, des pensées et des sentiments dont la plupart d'entre nous rougissent comme d'autant de faiblesses, et qu'en conséquence, nous avons soin de renfermer en nous-mêmes. Je confesse que je me suis souvent figuré que je passais dans l'âme et dans l'existence d'une autre personne, et que j'ai ressenti un certain plaisir en me contemplant sous ses traits d'emprunt. Un des premiers amusements de notre enfance, pour peu que nous soyons doués de quelque imagination, c'est d'abdiquer notre caractère propre et d'en revêtir un autre qui nous est étranger, comme celui de fée, de reine ou de tout autre personnage fictif. Monsieur Dexter nous a dit son secret précisément comme le font les enfants, et, si c'est là de la folie, il est certainement fou. Mais je remarque que, quand son imagination se refroidit, il redevient Misérimous Dexter, et ne croit plus être Napoléon ni Shakespeare. Pas plus que nous ne croyons nous-mêmes qu'il le soit. En outre, il faut tenir compte de l'existence solitaire et sédentaire qu'il mène. Je ne suis pas assez instruite pour comprendre quelle influence ce genre de vie peut exercer sur lui, mais je crois qu'il doit surexciter son imagination. Et il ne faut, je pense, attribuer cette exhibition de son pouvoir sur sa pauvre cousine et le chant étrange qu'il nous a fait entendre qu'à la contemplation unique et désordonnée de lui-même. Je l'avouerai, et j'espère, que cet aveu ne me fera pas perdre tout à fait la bonne opinion que vous avez de moi. J'ai trouvé un certain plaisir dans ma visite, et ce qui est pire, il m'a réellement intéressée. « Ce savant discours sur Dexter signifie-t-il que vous vous proposez de le revoir ?» demanda madame Macallan. « Je ne sais pas à quoi je me déciderai là-dessus demain matin, mais en ce moment, je suis résolue à retourner chez lui. J'ai échangé avec lui quelques paroles pendant que vous vous étiez éloigné, et je crois qu'il me sera réellement utile. » « Utile en quoi ? » ?»« Utile dans le seul dessein que j'ai en vue, dans le dessein, chère madame Macallan, que je regrette de vous voir désapprouver. » « Et vous allez le mettre dans votre confidence ? Vous allez ouvrir votre âme
tout entière, à un homme tel que celui que nous venons de quitter? Oui. Si je suis demain là-dessus dans les mêmes dispositions que ce soir. Je conviens que je cours un risque, mais ce risque, je dois l'affronter. Je sais que je commets une imprudence, mais la prudence ne m'aiderait en rien dans la situation où je me trouve et pour le but où je vise. Madame Macallan ne m'adressa plus aucune remontrance verbale. Mais elle ouvrit une vaste poche qu'on voyait sur le devant de la voiture et en tira une boîte d'allumettes avec une lampe à lire dans les voitures de chemin de fer. « Vous me contraignez, dit la vieille dame, à vous faire connaître ce que votre mari pense de votre nouvelle fantaisie. J'ai pris avec moi la dernière lettre qu'il m'a écrite d'Espagne. Vous jugerez par vous-même, pauvre âme entraînée par vos illusions, comment mon fils apprécie le sacrifice inutile et désespéré que vous êtes disposé à faire pour lui. Allumez la lampe. » J'obéis avec empressement. Depuis qu'elle m'avait appris le départ d'Eustache pour l'Espagne, j'étais avide d'avoir de lui de plus amples nouvelles, d'en apprendre quelque chose qui pût m'encourager après tant de désappointements et d'amères douleurs. Jusqu'à présent, je ne savais même pas si mon mari pensait quelquefois à moi dans son exil volontaire. Quant au regret de m'avoir si brusquement quitté, hélas, il ne pouvait sans doute l'éprouver encore. Notre séparation était trop récente. Après avoir allumé la lampe et l'avoir fixée à sa place, entre les deux glaces de la voiture qui nous faisait face, je reçus de madame Macallan la lettre de son fils. Il n'y a pas de folie qui égale celle de l'amour. J'eus besoin de faire sur moi un grand effort pour m'empêcher de baiser le papier sur lequel sa main chérie s'était posée. « Voilà cette lettre, dit ma belle-mère. Commencez à la seconde page, à la page qui vous est consacrée. Lisez jusqu'à la dernière ligne, au bas de cette page. Et pour Dieu, cher enfant, rentrez dans votre bon sens avant qu'il soit trop tard. » Je fis ce qu'elle disait et lus ce qui suit. Puis-je me hasarder à vous parler de Valéria? Il faut que je vous en parle. Dites-moi comment elle se trouve, dans quelle disposition elle vous paraît être, ce qu'elle fait. Je pense sans cesse à elle. Pas un jour ne se passe que je ne me désole de l'avoir perdue. Ah, si elle avait pu se résigner à laisser les choses comme elles étaient. Ah, si elle n'avait jamais découvert l'affreuse vérité. Elle parlait de lire le procès quand je l'ai vue pour la dernière fois. A-t-elle persisté dans ce projet? Je crois, et je vous dis cela sérieusement, mère, je crois que, si je m'étais trouvé en face d'elle, lorsqu'elle a eu sondé toute l'ignominie de l'infâme accusation dont j'ai été publiquement l'objet, je crois que, devant la honte et l'horreur qu'elle a dû ressentir, je serais tombé mort. Figurez-vous, ses yeux si purs se fixant sur un homme qui a été accusé et qui n'a pas été complètement absous du plus abominable, du plus vil de tous les crimes. Et pensez ensuite à ce que cet homme eût dû souffrir, s'il lui restait un cœur, et dans ce cœur la moindre parcelle de honte. J'ai la fièvre en écrivant ces lignes. Songe-t-elle toujours à ce rêve qu'elle avait formé, pauvre ange, à ce rêve de générosité ingénue et irréfléchie? S'imagine-t-elle toujours qu'il est en son pouvoir de faire éclater mon innocence aux yeux du monde? Oh, ma mère, si elle y pense encore, employez toute votre influence pour lui faire abandonner cette idée. Épargnez-lui l'humiliation d'un échec, les désenchantements, les insultes peut-être auxquelles elle s'exposerait innocemment. Pour l'amour d'elle, pour l'amour de moi, ne négligez rien pour atteindre ce but juste et charitable. Je ne lui écris pas. Je n'ose pas lui écrire. Ne dites rien, quand vous la verrez, qui puisse me rappeler à son souvenir. Au contraire, aidez-la à m'oublier le plus tôt possible. La seule chose bonne que je puisse faire, la seule expiation que je puisse m'imposer pour le mal que je lui ai causé, c'est de séparer ma vie de la sienne. » Ces mots désolants terminaient sa lettre. Je la rendis en silence à sa mère. Elle ne me dit, de son côté, que peu de mots. « Et si cela ne vous détourne pas de votre projet, reprit-elle en pliant lentement la lettre, rien ne pourra vous en détourner. Maintenant, laissons ce sujet. » Je ne répondis pas. Je pleurais sous mon voile.
Mon avenir me paraissait si triste, mon malheureux mari si mal inspiré, sa manière de voir si peu raisonnable. La seule chance qui nous restât à tous les deux, et ma seule consolation, était de persister dans ma résolution désespérée plus fermement que jamais. Si quelque chose pouvait me confirmer dans cette résolution et m'armer contre toutes les remontrances de mes amis, c'était la lettre de Stache. Elle eût été plus que suffisante pour produire cet effet. Du moins, il ne m'avait pas oublié. Il pensait à moi. Il se lamentait chaque jour de m'avoir perdu. Cela me redonnait du courage, pour le moment. Si Ariel vient me prendre demain avec sa chaise et son poney, pensai-je en moi-même, j'irai avec Ariel. Madame Macallan me déposa à la porte de Benjamin. En la quittant, je lui avouai que, par crainte de la mécontenter, j'avais remis à la dernière minute de lui apprendre que Misérimous Dexter m'enverrait chercher le lendemain chez elle. Je lui demandai si elle voudrait me permettre d'aller y attendre Ariel et la carriole, ou si elle préférait adresser carriole et cocher au cottage de Benjamin. Je m'attendais à une explosion de mécontentement. La vieille dame me surprit agréablement. Elle montra qu'elle m'avait véritablement prise en affection. Elle se contraignit. « Si vous persistez à retourner chez Dexter, dit-elle, vous ne devez assurément pas partir de chez moi pour vous rendre chez lui. Mais j'espère que vous vous réveillerez demain dans des résolutions plus sages. » Le lendemain arriva. Un peu avant midi, la carriole attelée du poney s'arrêta devant la porte de Benjamin et une lettre de madame Macallan me fut apportée. « Je n'ai aucun droit de contrôler vos démarches, » m'écrivait ma belle-mère. « J'envoie la chaise chez monsieur Benjamin et j'ai la ferme espérance que vous ne voudrez pas y prendre place. Je souhaite que vous soyez bien persuadée, Valéria, que je suis véritablement votre amie. J'ai pensé toute la nuit à vous, pendant mes heures d'insomnie. Vous comprendrez combien était grande mon inquiétude, quand je vous dirai que je me reproche maintenant de n'avoir pas fait plus d'efforts autrefois pour empêcher votre malheureux mariage. Et encore, qu'aurais-je pu faire de plus que je n'ai fait? Je n'en sais réellement rien. Mon fils m'avoua qu'il vous faisait sa cour sous un nom supposé, mais il ne m'a jamais dit quel était ce nom. Qui vous étiez, et où demeuraient vos parents? Peut-être aurais-je dû faire en sorte de le savoir. Peut-être aurais-je réussi si j'étais intervenue et vous avez éclairé en allant jusqu'au triste sacrifice de me faire un ennemi de mon fils. Je croyais avoir fait honnêtement mon devoir en exprimant ma désapprobation et en refusant d'assister au mariage. Et j'étais trop facile à me satisfaire. Il est trop tard pour le demander. Pourquoi viendrais-je vous importuner avec les pressentiments et les regrets d'une vieille femme? Mon enfant, s'il vous arrivait quelque malheur, je m'en sentirais indirectement responsable. C'est cet état inquiet de mon âme qui me pousse à vous écrire, sans avoir rien à vous communiquer qui puisse vous intéresser. N'allez pas chez Dexter. Un pressentiment douloureux m'a poursuivi toute la nuit. Votre nouvelle visite à Dexter finira mal. Écrivez-lui une excuse. Valéria, je crois fermement que vous vous repentirez d'être retournée dans cette maison. Y eut-il jamais une femme plus clairement avertie, plus soigneusement prévenue que moi? Rien n'y fit. Qu'il me soit permis de dire, à ma décharge, que je fus réellement touchée de ce qu'avait d'affectueux la lettre de ma belle-mère. Mais elle n'ébranla pas une seconde mes résolutions. Non, tant que je vivrai, tant que je pourrai agir et penser, je n'aurai pas d'autre souhait, d'autre volonté que d'amener Misérimous Dexter à me confier sa pensée au sujet de la mort de madame Eustache Macallan. Cette pensée était pour moi l'étoile polaire qui me devait guider sur l'obscur chemin où je m'engageais. Je répondis à madame Macallan en lui exprimant toute ma gratitude et tous mes regrets. Puis, j'allais prendre place dans la carriole qui m'attendait. Chapitre 27. Monsieur Dexter, chez lui. Je trouvais tout ce qu'il pouvait y avoir d'enfants oisifs dans le voisinage réunis autour de la carriole et exprimant dans leur langage leur stupéfaction à la vue d'Ariel avec son paletot et son chapeau d'homme. Le poney était inquiet en entendant la rumeur de cette jeune foule, mais Ariel, assise le fouet en main,
restait magnifique de gravité au milieu des quolibets et des rires qui éclataient autour d'elle. « Bonjour, lui dis-je en approchant de la carriole. Ariel me répondit simplement « Montez ». Puis elle donna un coup de fouet au poney. Je me préparais à accomplir en silence mon voyage vers le faubourg septentrional de Londres. Il était évidemment inutile que j'essayasse de parler. L'expérience m'avait appris que je ne devais pas espérer entendre tomber un seul mot de la bouche de ma conductrice. Mais l'expérience n'est pas infaillible. Après avoir conduit dans un morne silence pendant une demi-heure, Ariel me remplit d'étonnement en prenant tout à coup la parole. « Savez-vous où nous allons ?» demanda-t-elle en dirigeant son regard vers le point de la route qu'elle voyait entre les deux oreilles du poney. « Non, répondis-je. Je ne connais pas le chemin. Où allons-nous ? » « Nous allons du côté d'un canal. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, j'ai grande envie de vous jeter dans ce canal. » Cette menace, peu rassurante, me sembla exiger une explication. Je pris la liberté de la lui demander. « Et pourquoi voulez-vous me jeter dans le canal ?» lui dis-je. « Parce que je vous hais, » me répliqua-t-elle, froidement et ingénument. « Qu'ai-je donc fait qui vous est offensé ?»« Que voulez-vous, ô maître ?»« Entendez-vous dire Monsieur Dexter ?»« Oui. »« Je veux avoir un entretien avec lui. »« Non, vous voulez avoir ma place. Vous voulez brosser ses cheveux et parfumer sa barbe à ma place. Méchante !» Je commençais à comprendre. L'idée que Misérimous Dexter, par épreuve et par jeu, avait jeté la veille dans cette pauvre cervelle, y avait mûri et se faisait jour maintenant, en ma présence détestée. « Je n'ai pas la moindre envie de toucher à ses cheveux ni à sa barbe, dis-je. Je vous abandonne entièrement ce soin. » Elle se tourna vers moi. Sa grosse figure s'empourpra, ses yeux ternes se dilatèrent, sous l'effort inaccoutumé qu'elle fit pour parler et pour comprendre ce que je venais de lui dire. « Répétez-moi cela, dit-elle brusquement, et répétez-le cette fois plus lentement. » Je le répétai plus lentement. « Jurez-le » s'écria-t-elle, de plus en plus animée. Je gardai mon sérieux. Le canal était visible à peu de distance. Et je jurai. « Êtes-vous satisfaite maintenant ?» lui demandai-je. Elle ne répondit pas. Elle avait épuisé son maigre vocabulaire. Elle regarda de nouveau droit entre les deux oreilles du poney, fit entendre un gros soupir de soulagement et, pendant tout le reste du chemin, ne jeta plus les yeux sur moi et ne m'adressa plus la parole. Nous suivîmes les bords du canal et j'échappai à l'immersion. Les grelots de notre petit véhicule retentirent à travers les rues et les vastes terrains en friche que j'avais entrevus dans l'obscurité de la précédente soirée. L'endroit me parut encore plus morne et plus hideux au grand jour que la veille. La carriole tourna court dans une ruelle qui eût été trop étroite pour donner passage à un véhicule d'une plus grande dimension, et s'arrêta devant un mur et une porte que je ne connaissais pas. Ariel ouvrit la porte avec sa clé et, conduisant le poney par la bride, m'introduisit dans le jardin et l'arrière-cour de la vieille maison isolée et délabrée de Dexter. Le poney regagna tout seul son écurie, traînant la carriole allégée. Ma silencieuse compagne me fit alors traverser une cuisine froide et nue et un long corridor en pierre, au bout duquel, ouvrant une porte, elle m'introduisit, par derrière, dans la salle où madame Macallan et moi avions pénétré la veille, par la porte de devant. Là, Ariel prit le sifflet qui pendait à son cou et fit entendre les notes aiguës et cadencées qui m'étaient déjà familières et qui servaient de moyen de communication entre Misérimous Dexter et son esclave. Le sifflet s'étant tu, les lèvres d'Ariel s'ouvrirent une dernière fois avec effort et laissèrent échapper ces mots. « Restez là jusqu'à ce que vous entendiez le sifflet du maître. Alors, montez l'escalier. » Ainsi, j'allais être sifflé comme un chien. Et le pire, c'est que je n'avais rien de mieux à faire que de m'y résigner. Ariel m'adressa-t-elle au moins un mot d'excuse à ce sujet ? En aucune façon. Elle me tourna le dos et disparut dans l'obscure région de la cuisine.
Après avoir attendu 1 minute ou 2, aucun signal ne se faisant entendre de l'étage supérieur, je m'avançai vers la partie la plus large et la mieux éclairée de la salle basse, pour examiner en plein jour les tableaux que je n'avais fait qu'entrevoir imparfaitement la veille au soir dans l'obscurité où ils étaient plongés. Une pancarte en lettres multicolores, peinte sous la corniche du plafond, m'apprit que les peintures qui décoraient les murs de cette salle étaient du très habile Dexter. Non content d'être poète et compositeur, il était peintre par-dessus le marché. Sur l'un des murs, les tableaux étaient intitulés « Illustration de la souffrance ». Les sujets représentés sur l'autre mur étaient des épisodes de la vie du juif errant. Les amateurs que le hasard pouvait amener devant ces tableaux étaient sérieusement avertis, au moyen d'une autre inscription, de les considérer comme des produits de la seule imagination du peintre. Les personnes qui, dans les œuvres d'art, ne s'attachent qu'à la nature, disait l'inscription, ne sont pas celles à qui M. Dexter adresse les œuvres de son pinceau. Il ne prend ses sujets que dans son imagination. La nature ne pose pas devant lui. Prenant donc soin d'écarter d'abord de mon esprit toute idée empruntée à la nature, je me mis à regarder, en premier lieu, les tableaux qui représentaient la souffrance illustrée. Je n'ai que bien peu de connaissances en fait d'art, mais je n'eus pas de peine à voir que Misérémus Dexter ignorait encore plus que moi les lois élémentaires du dessin, de la couleur et de la composition. Ces peintures étaient, dans le sens le plus rigoureux du mot, de véritables croûtes. Le plaisir maladif et déréglé que le peintre trouvait à représenter des scènes d'horreur était, sauf certaines exceptions, la seule marque originale qu'il fut possible de découvrir dans la série de ses œuvres. Le premier tableau de la souffrance illustrée était intitulé « Vengeance ». Un corps mort, vêtu d'un costume de fantaisie, était étendu sur le bord d'un fleuve écumeux sous l'ombrage d'un arbre gigantesque. Un homme furieux, aussi en costume de fantaisie, se tenait à cheval sur ce cadavre et brandissait en l'air un grand sabre, en contemplant avec une féroce expression de joie le sang de l'homme qu'il venait de tuer, coulant avec lenteur et goutte à goutte de la lame. Le tableau suivant, intitulé « Cruauté », était divisé en plusieurs compartiments. L'un avait pour sujet un cheval effaré que son cavalier éperonnait impitoyablement, dans un combat de taureaux. Dans un autre, un vieux philosophe disséquait avec volupté un chat vivant. Dans un troisième, 2 païens se faisaient des politesses devant la torture que subissaient 2 saints. L'un de ces saints rôtissait sur un gril de fer. L'autre, pendu par les talons, venait d'être écorché vif et respirait encore. Me sentant peu disposé, après ces échantillons de souffrance, à regarder les autres, je me tournai vers le mur opposé pour suivre la carrière du juif errant. Ici, une seconde inscription m'apprit que, dans la pensée du peintre, le capitaine du vaisseau fantôme n'était autre que le juif errant, continuant sur mer son interminable voyage. Le peintre suivait dans ses aventures maritimes ce mystérieux personnage. Le premier tableau représentait un port sur une côte hérissée. Un vaisseau était à l'ancre, avec son timonier chantant sur le pont. La mer, au large, était noire et houleuse. Des nuages orageux, déchirés par de nombreux éclairs, s'abaissaient sur l'horizon. À la lueur de ces éclairs, on apercevait le sombre vaisseau fantôme qui se dirigeait, tantôt s'élevant sur la cime d'une haute vague, tantôt disparaissant comme englouti dans les flots. Si mal peinte que fût cette toile, elle portait réellement l'empreinte d'une certaine imagination, d'un véritable sentiment du surnaturel. Le tableau, qui venait après, me montrait le vaisseau fantôme. L'équipage qui le montait était composé de petits hommes, dont les figures étaient blanches comme la pierre et les vêtements noirs comme l'ébène. Ils étaient assis, en rang silencieux, sur les bancs du canot, tenant leurs avirons dans leurs mains maigres et longues. Le juif errant, vêtu aussi de noir, élevait ses yeux et ses mains vers le ciel orageux, comme pour l'implorer. Les fauves de la terre et de la mer, le tigre, le rhinocéros, le crocodile, le requin, etc., entouraient le voyageur maudit comme d'un cercle magique et subissaient l'influence de son regard qui les domptait et les fascinait.
Les éclairs avaient cessé de briller. Le ciel et la mer s'étaient assombris. Une faible et blafarde lueur était projetée par une torche que secouait un esprit vengeur. Planant sur la tête du juif et soutenu par des ailes de vautour déployées. Eh bien, si bizarre que fût cette conception, il y avait là je ne sais quoi qui saisissait l'esprit et qui, je l'avoue, me fit une impression profonde. Le mystérieux silence de la maison et l'étrange situation où je me trouvais y étaient sans doute pour quelque chose. Pendant que j'examinais encore les terribles compositions que j'avais devant les yeux, les notes aiguës du sifflet de Dexter se firent entendre. J'étais, pour l'instant, tellement bouleversé que je tressaillis et poussai un cri d'épouvante. Je fus en ce moment tenté d'ouvrir la porte et de m'enfuir. Et l'idée de me trouver seul avec l'homme qui avait peint ces effrayants tableaux me terrifiait réellement. Force me fut de m'asseoir sur l'une des chaises de la salle, et quelques minutes s'écoulèrent avant que mon âme eût retrouvé son équilibre et que je fusse rentré en possession de moi-même. Dexter siffla une seconde fois d'une façon qui témoignait de son impatience. Alors je me levai et montai le large escalier qui conduisait au premier étage. Reculer, lorsque je m'étais à ce point avancé, m'eût fait honte à mes propres yeux. Mais mon cœur battait à coups pressés dans ma poitrine quand j'approchais de la porte de l'antichambre, et j'avoue sincèrement que je commençais à mesurer toute l'étendue de mon imprudence. Il y avait une glace sur le manteau de la cheminée de l'antichambre. Je m'arrêtai une minute, ému comme je l'étais, pour voir quelle figure j'avais dans la glace. La tapisserie qui cachait la porte du salon était à demi soulevée. Quoique j'eusse fait peu de bruit en entrant, les oreilles de chien de Misérimous Dexter avaient saisi le frôlement de ma robe sur le parquet. La belle voix de ténor que j'avais entendue chanter la veille m'interpella doucement. « Est-ce madame Valéria ? Je vous en prie, ne vous arrêtez pas dans l'antichambre. Prenez la peine d'entrer. » J'entrai. Le fauteuil roulant s'avança à ma rencontre, si lentement et si doucement que je m'en aperçus à peine. Misérimous Dexter me tendit la main d'un air languissant, sa tête était inclinée de côté et il semblait rêver. Ses grands yeux se fixèrent sur moi avec une expression de tristesse. On ne retrouvait pas en lui le moindre vestige de l'homme emporté et violent de ma première visite, qui avait été successivement Napoléon et Shakespeare. Le Dexter du matin était un homme doux, pensif, mélancolique, qui ne rappelait le Dexter du soir que par la bizarrerie préméditée de son costume. Sa jaquette, cette fois, était d'une étoffe de soie rose, piquée. Le couvre-pied qui cachait sa difformité était en satin vert de mer pâle qui se mariait avec la jaquette, et pour compléter cet étrange costume de fantaisie, il avait à ses poignets des bracelets d'or massif, de la forme à la fois simple et sévère que nous a transmise l'Antiquité. « Que vous êtes bonne de venir illuminer et charmer ma solitude, dit-il, de son accent le plus triste et le plus harmonieux. J'ai fait la toilette que vous voyez expressément pour vous recevoir, en y employant ce que j'ai de plus beau dans ma garde-robe. Ne soyez pas surprise de ce soin, excepté dans ce 19e siècle infesté d'un ignoble matérialisme. Les hommes ont de tout temps porté, aussi bien que les femmes, des étoffes précieuses et de brillantes couleurs. Il y a un siècle, un gentilhomme en soie rose était un gentilhomme convenablement habillé. Il y a 1500 ans, les patriciens des temps classiques portaient des bracelets exactement pareils aux miens. Je méprise le dédain grossier pour ce qui est beau et la basse crainte de la dépense qui, dans le siècle où nous vivons, réduit le costume d'un homme distingué à l'habit noir et ses bijoux à une bague. J'aime à me parer de ce qui est brillant et beau, surtout quand une dame brillante et belle vient me voir. Vous ne savez pas combien votre visite me ravit. Je suis dans un de mes jours de mélancolie. Les larmes remplissent malgré moi mes yeux. J'ai soif de pitié. Pensez au misérable état dans lequel je vis. Je suis un pauvre être solitaire, qu'a frappé une effrayante difformité. Ah, quelle compassion je devrais exciter! Et je suis un objet d'épouvante, mon cœur si affectueux, vide, mes talents si extraordinaires,
inutile ou mal appliquée. Triste, triste, triste. Ayez pitié de moi, je vous en conjure. » Ses yeux étaient littéralement pleins de larmes, larmes de commisération qu'il versait sur lui-même. Il me regardait et me parlait du ton gémissant et plaintif d'un enfant malade qui a besoin que sa nourrice le console. J'étais fort en peine de savoir ce que je devais faire. C'était parfaitement ridicule, mais je n'ai jamais été plus embarrassée de ma vie. « Je vous en conjure, répéta-t-il, ayez pitié de moi. Ne me soyez pas cruel, je ne vous demande que bien peu de choses. Ayez pitié de moi, Madame Valéria. Dites que vous avez pitié de moi. » Je dis que j'avais pitié de lui, et je me sentis rougir en disant cela. « Merci, madame, » dit humblement Misérimous Dexter. « Vous me faites du bien. Allez un peu plus loin. Donnez-moi la main. » Ce fut dit d'un ton si grave et si solennel qu'en dépit de mes efforts pour me retenir, je partis d'un éclat de rire. Misérimous Dexter me regarda avec une stupéfaction qui, hélas, ne fit qu'accroître mon intempestif accès de gaieté. L'avais-je offensé ? Il n'y parut pas. Revenu de sa surprise, il reposa doucement sa tête sur le dossier de son fauteuil, comme un homme qui écoute en connaisseur l'exécution d'un morceau quelconque. Quand j'eus repris mon sérieux, il redressa la tête et m'applaudit de ses deux mains blanches en m'honorant d'un « Encore !» Et il ajouta en reprenant le ton enfantin. « Recommencez, je vous en prie. Joyeuse, Madame Valéria, vous avez un rire musical, et moi, j'ai une oreille musicale. Recommencez. » Cependant, j'avais retrouvé mon sérieux. « J'ai honte de moi-même, monsieur Dexter, » lui dis-je. « Pardonnez-moi, je vous en prie. » Il ne me répondit pas. Je ne sais même s'il m'entendit. Son caractère variable semblait subir un changement. Il me parut examiner ma toilette avec une attention inquiète et tirer de cet examen des conclusions à lui. « Madame Valéria, dit-il tout à coup, vous n'êtes pas confortablement assise dans ce fauteuil. »« Pardonnez-moi, répliquai-je. J'y suis très confortablement. »« Pardonnez-moi, à votre tour. Il y a, à l'autre bout de la chambre, un fauteuil en jonc, de fabrique indienne, qui est plus convenable pour vous. Voulez-vous accepter mes excuses si j'ai l'impertinence de vous prier de l'aller chercher vous-même ? J'ai une raison pour cela. » Il avait une raison. À quelle nouvelle excentricité allait-il me faire assister ? Je me levai et j'allai chercher le fauteuil qu'il m'indiquait. Il était assez léger pour qu'il me fût facile de le traîner. Quand je revins près de lui, je crus voir que ses regards continuaient à scruter et à détailler ma toilette avec un soin particulier. Et, chose plus étrange, il paraissait en être à la fois charmé et chagriné. Je plaçai mon fauteuil près de lui et j'allais m'y asseoir quand il reprit. « Pardon, encore. Je vous serais obligé, plus que je ne puis vous le dire, d'aller prendre, à l'autre bout de la chambre, un écran accroché au mur, et qui est de même fabrication que le fauteuil. Nous sommes un peu près du feu, ici. Vous pourrez trouver cet écran utile. Excusez-moi, encore une fois, de vous laisser prendre cette peine. Mais permettez que je vous assure de nouveau que j'ai une raison pour cela. » C'était la seconde fois qu'il me répétait, avec une expression singulière, qu'il avait une raison. La curiosité faisait de moi une aussi humble servante de ses caprices que l'était Ariel elle-même. J'allais chercher l'écran. Quand je revins, je vis ses yeux toujours arrêtés, avec la même fixité incompréhensible, sur mon habillement, d'ailleurs parfaitement simple et sans la moindre prétention. Je retrouvais aussi, dans son regard, le même bizarre mélange de plaisir et de peine. « Merci un millier de fois, dit-il. Vous m'avez, très innocemment, déchiré le cœur, mais vous ne m'en avez pas moins causé un bonheur inappréciable. Voulez-vous me promettre de ne pas vous offenser si je vous dis la vérité ?» Il approchait de son explication. Je ne fis jamais une promesse avec plus d'empressement. «
Je vous ai impoliment envoyé chercher vous-même ce fauteuil et cet écran, continua-t-il. Mon motif, pour cela, va vous paraître bien étrange. J'en ai peur. Vous êtes-vous aperçu que je vous regardais marcher très attentivement? Trop attentivement, peut-être? Oui, je pensais que vous examiniez mon costume. Il secoua la tête et soupira amèrement. Je n'examinais, dit-il, ni votre costume, ni votre visage. Votre costume est de couleur sombre, et votre visage est encore étranger pour moi. Chère Madame Valéria, je tenais à vous voir marcher. À me voir marcher? Que voulait-il dire? Qu'est-ce que cela signifiait? Où errait en ce moment cet esprit vagabond? Vous avez une qualité rare chez une Anglaise, reprit-il. Vous marchez bien. Elle marchait bien, elle aussi. Je n'ai pu résister à la tentation de la revoir en vous voyant. C'était son mouvement, c'était sa grâce simple, douce, inconsciente d'elle-même, que je revoyais en vous quand je vous contemplais allant au bout de la chambre et en revenant. Vous l'avez fait sortir pour moi de la tombe, quand vous êtes allé chercher le fauteuil et l'écran. Pardonnez-moi de m'être ainsi servi de vous. L'idée était innocente, le motif était sacré. Vous m'avez désolé et vous m'avez ravi. Mon cœur saigne et vous remercie. Il s'arrêta un moment. Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Puis il la releva soudain. « Je suis certain, reprit-il, que nous parlions d'elle hier soir. Mais que disais-je, donc? Et que disiez-vous? Mes souvenirs sont confus. Je ne me les rappelle qu'à demi. Ayez la bonté, je vous en prie, de me les remettre en mémoire. Vous n'êtes point offensé de cette prière, n'est-ce pas? J'aurais pu m'en offenser si elle m'eût été adressée par un autre homme. De sa part, je ne m'en blessais pas. Pour me fâcher contre Misérimous Dexter, je tenais trop à trouver le chemin de sa confiance. Maintenant qu'il avait abordé, de son propre mouvement, le sujet de la mort de la première femme d'Eustache. « Nous parlions, répondis-je, de la mort de madame Eustache Macallan, et nous disions... » Il m'interrompit en rapprochant vivement son fauteuil du mien. « Oui, oui, s'écria-t-il, et je m'étonnais de l'intérêt que vous pouviez avoir, vous, à pénétrer le mystère de sa mort. Parlez, fiez-vous à moi, je meurs d'envie de le savoir. »« L'intérêt que vous avez à l'apprendre, dis-je, ne peut être plus fort que celui qui m'anime moi-même. Le bonheur de toute ma vie à venir dépend du succès de mes efforts pour découvrir le mystère de cette mort. »« Bon Dieu, pourquoi ?» s'écria-t-il. « Mais arrêtez. Voilà que je m'exalte. Et je dois être calme. Je dois rester maître de mon esprit. Je dois l'empêcher de s'égarer. La chose est trop sérieuse. Attendez une minute. » Une élégante petite corbeille était accrochée à un des bras du fauteuil. Il l'ouvrit et en tira une bande de broderie aux 3/4 achevée, avec tout ce qu'il fallait pour exécuter ce genre de travail. Nous nous regardâmes par-dessus la broderie. Il remarqua ma surprise. « Les femmes, dit-il, ont le bon sens d'apaiser leur esprit et de mûrir leur dessein avec tranquillité, en se livrant au travail à l'aiguille. Pourquoi, nous, hommes, serions-nous assez déraisonnables pour nous refuser cette admirable ressource, la simple et calmante occupation qui détend les nerfs et donne à la pensée le repos et la liberté? J'ai suivi, moi, homme, le sage exemple des femmes. Madame Valéria, permettez-moi de rentrer en moi-même. » Après avoir disposé gravement sa broderie, cet être bizarre commença à travailler avec toute l'agilité d'une brodeuse accomplie. « Maintenant, dit Misérimous Dexter, si vous êtes prête, je suis prêt. Parlez. Et je travaille en vous écoutant. Commencez, je vous prie. » Je lui obéis et je commençai. 28. Dans l'obscurité. Avec un homme tel que Misérimous Dexter, et avec un projet tel que celui que j'avais en vue,
Des demi-confidences n'étaient pas de mise. Il me fallait ou courir le risque d'une révélation sans réserve, ou abandonner au dernier moment l'épreuve que j'avais résolu de tenter. Dans la situation critique où je me trouvais, je ne devais pas chercher un refuge dans un moyen terme, même quand je me serais senti disposé à le faire. Au point où en étaient les choses, je me résignais à courir tous les risques, et je me plongeais, dès le début, les yeux fermés, au cœur de la difficulté. Autant, dis-je, que je puis le présumer, Monsieur Dexter, vous ne savez que peu de choses, ou vous ne savez rien de ma situation actuelle. Vous ignorez absolument, je crois, que mon mari et moi, nous ne vivons plus ensemble. « Est-il nécessaire de parler de votre mari ?» demanda-t-il froidement, sans lever les yeux et sans interrompre son travail. « Cela est absolument nécessaire. Autrement, vous ne me comprendriez pas. » Il baissa la tête et parut se résigner en soupirant. « Vous et Eustache ne vivez plus ensemble, reprit-il. Cela veut-il dire qu'il vous a quitté ? Il m'a quitté et est passé à l'étranger. Sans aucune nécessité qui l'y oblige ? Sans la moindre nécessité. N'a-t-il fixé aucune époque pour son retour ? S'il persévérait dans son intention actuelle, Eustache ne reviendrait jamais à moi. Pour la première fois, il leva la tête de dessus sa broderie, en paraissant redoubler tout à coup d'attention. « Le désaccord qui vous a séparés est-il si sérieux ? demanda-t-il. Êtes-vous libre vis-à-vis l'un de l'autre, charmante Madame Valéria, par le commun consentement des deux parties ? Le ton avec lequel il m'adressa cette question ne fut pas du tout de mon goût. Le regard qu'il jeta sur moi me fit tout d'abord regretter d'être venu, seul, me confier à lui. L'idée me vint pour la première fois qu'il était capable de tirer avantage de ma trop grande confiance. Je gardais néanmoins mon sang-froid et le rappelais, plus par mon attitude que par mes paroles, au respect qu'il me devait. « Vous vous méprenez tout à fait, repris-je gravement. Il n'y a pas eu de brouille. Il n'y a pas eu même de malentendu entre mon mari et moi. Notre séparation, monsieur Dexter, a causé à Eustache comme à moi une profonde douleur. » Il m'écoutait d'un air d'ironique résignation. « Je suis toute attention, dit-il en enfilant son aiguille. Continuez, je vous prie. Je ne vous interromprai plus. » Me rendant à son invitation, je lui fis connaître, sans aucune réserve, tout ce qui s'est passé, en ayant soin toutefois de présenter les raisons d'Eustache sous le jour le plus favorable. Misérimous Dexter laissa tomber sa broderie de ses mains et se prit à sourire doucement de mon innocent récit. Ce sourire irrita singulièrement mon système nerveux. « Je ne vois rien de risible dans tout cela, lui dis-je sèchement. Ses beaux yeux bleus se fixèrent sur moi, avec un air de surprise ingénue. « Rien de risible, répéta-t-il. Rien de risible dans les signes évidents de folie que vous venez de décrire ?» L'expression de son regard changea subitement. Elle devint sombre et dure. « Attendez, s'écria-t-il avant que j'eusse le temps de lui répondre. Vous ne pouvez avoir qu'une raison pour parler et pour agir avec tant de passion. Cette raison, c'est que vous êtes éprise de votre mari. » « Être éprise de lui n'est pas une expression assez forte, répliquai-je. Dites que je l'adore, et du plus profond de mon cœur. Misérimous Dexter pressa de l'une de ses mains sa magnifique barbe et répéta mes paroles en fixant sur moi son regard pénétrant. « Vous l'adorez du plus profond de votre cœur. Pardon, pourriez-vous me dire pourquoi ? » « Parce que je ne puis m'en empêcher, » repris-je avec humeur. Il sourit ironiquement et se remit à sa broderie. « C'est curieux, se dit-il tout haut à lui-même. La première femme d'Eustache l'aimait aussi. Il y a des hommes dont toutes les femmes sont folles. Il y en a d'autres dont aucune femme ne se soucie.
Elles n'ont, dans l'un et l'autre cas, aucune raison à donner. L'un de ces hommes est aussi beau, aussi aimable, aussi honorable, d'un rang aussi élevé que l'autre. Et cependant, pour l'un, les femmes se jetteront dans le feu, tandis que pour l'autre, elles ne tourneront pas même la tête. Pourquoi ? Elles ne le savent pas elles-mêmes, ainsi que madame Valeria vient de l'avouer. Y a-t-il à cela quelque raison physique ? Une puissante attraction magnétique émane-t-elle du numéro 1, laquelle n'émane pas du numéro 2 ? Il faudra que j'étudie les causes de ce phénomène, quand j'en aurai le temps et que je serai d'humeur à le faire. Ayant ainsi posé la question à sa satisfaction intime, il leva de nouveau les yeux sur moi. « Je suis toujours, dit-il, dans les ténèbres, en ce qui vous concerne et en ce qui concerne vos motifs. Je suis toujours à 100 lieues de comprendre l'intérêt que vous avez à pénétrer l'affreux mystère de la tragédie de Gleninch. Gracieuse madame Valeria, prenez-moi la main, je vous prie, et conduisez-moi à la lumière. Vous n'êtes pas fâché contre moi, n'est-ce pas vrai ? Rendez-moi ce service, et je vous donnerai cette broderie, quand je l'aurai terminée. Je ne suis qu'un malheureux, solitaire, difforme, et d'un tour d'esprit bizarre. Je n'entends pas malice aux choses. Soyez indulgente, pardonnez-moi, éclairez-moi. » Il reprenait ses manières d'enfant, et je vis reparaître sur ses lèvres son innocent sourire, avec les étranges petits plis et les rides qui l'accompagnaient aux angles de ses yeux. Je commençais à craindre d'avoir été, sans motif raisonnable, trop dur envers lui. Je pris, comme pénitence, la résolution d'avoir plus d'égard pour les infirmités de son esprit et de son corps, pendant le reste de ma visite. « Permettez, monsieur Dexter, dis-je, que je retourne pour un moment à Gleninch. Vous convenez avec moi que Stache est absolument innocent du crime pour lequel il a comparu devant le jury. Votre déposition dans le procès m'en est garant. » Il interrompit son travail et me regarda avec une attention grave et triste, qui me fit voir son visage sous un jour encore nouveau. « C'est notre opinion, repris-je, mais ça n'a pas été celle du jury. Rappelez-vous quel fut son verdict. Preuves insuffisantes. Ce qui veut dire que le jury, appelé à juger mon mari, a refusé de déclarer, positivement et publiquement, qu'il le croyait innocent. Ai-je raison ? » Au lieu de me répondre, il replaça soudain sa broderie dans la corbeille et rapprocha son fauteuil du mien. « Qui vous a dit cela ? » me demanda-t-il. Je l'ai lu moi-même dans le compte-rendu imprimé. Jusqu'à ce moment, sa physionomie avait témoigné d'une sérieuse attention, rien de plus. Pour la première fois, je crus la voir assombrie comme par un nuage, et elle exprima visiblement la méfiance. « En général, dit-il, les femmes n'ont point l'habitude de se torturer l'esprit sur d'arides questions légales. Madame Eustache Macallan, deuxième du nom, vous devez avoir eu une bien puissante raison pour donner cette direction à vos lectures. » « J'avais une très puissante raison, en effet, monsieur Dexter. Mon mari s'est résigné au verdict écossais, sa mère s'y est résignée, ses amis, autant que je puis le savoir, s'y sont résignés également. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, mon mari, sa mère, ses amis se sont soumis au verdict écossais. Moi, non. » J'avais à peine prononcé ces mots que la folie de Dexter, à laquelle je n'avais pas cru jusque-là, sembla éclater. Il se dressa tout à coup sur son fauteuil. Il s'élança vers moi et, brusquement, il appuya ses mains sur chacune de mes épaules. En même temps, ses yeux, à quelques pouces seulement de distance, plongeaient dans les miens un regard sauvage. « Qu'est-ce donc que vous voulez dire ?» s'écria-t-il d'une voix retentissante. Un effroi mortel me saisit. Je fis pourtant de mon mieux pour ne pas le laisser voir. Du geste et du regard, je réprimai l'insolent et lui fis comprendre que j'étais choquée de la liberté qu'il prenait avec moi. « Retirez vos mains, monsieur, et reprenez votre place, dis-je d'une voix sévère. Il m'obéit mécaniquement,
Il s'excusa mécaniquement. Toute son âme était émue de mes paroles et s'efforçait de découvrir ce qu'elles signifiaient. « Je vous demande pardon, dit-il. Je vous demande humblement pardon. Ce sujet m'irrite et m'épouvante. Il me fait perdre la raison. Si vous saviez quelle peine j'ai à rester maître de moi. N'importe, ne me prenez pas au sérieux. N'ayez de moi aucune crainte. Ah, que je suis honteux, que je me sens petit et misérable de vous avoir offensé. Punissez-moi, prenez un bâton et frappez-moi. Attachez-moi sur mon fauteuil. Appelez Ariel, qui est forte comme un cheval, et dites-lui de me tenir. Je mérite et j'accepte tel châtiment qu'il vous plaira de m'infliger. Seulement, je vous en conjure, expliquez-moi ce que vous entendez par ces paroles. Je refuse de me soumettre au verdict écossais. Il recula son fauteuil d'un air repentant. Suis-je assez loin, fit-il, du ton le plus humble. Aurez-vous encore peur de moi? Je disparaîtrai complètement, si vous voulez, en m'enfonçant dans mon fauteuil. Il souleva son couvre-pied et il allait disparaître comme un pantin dans un théâtre de marionnettes, si je ne l'en avais empêché. « Assez, dis-je, c'est bien. J'accepte vos excuses. Maintenant, écoutez-moi. Quand je dis que je refuse de me soumettre au verdict écossais, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Ce verdict a laissé une tache sur la réputation de mon mari. Eustache en ressent une profonde amertume, une amertume dont nul autre que moi n'a pu voir le fond. C'est parce que cette tache est sur lui qu'il s'est éloigné de moi. Il ne lui suffit pas que je sois persuadée de son innocence. Rien ne le ramènera à moi, rien ne le convaincra qu'à mes yeux, il est toujours digne d'être le guide et le compagnon de ma vie. Rien, tant que la preuve visible et palpable de son innocence ne sera pas mise sous les yeux du jury et du public. Cette preuve, ses amis, ses avocats et lui-même désespèrent de la trouver jamais. Mais je suis sa femme, personne ne l'aime comme je l'aime, et il y a quelqu'un qui ne veut pas désespérer. Il y a quelqu'un qui ne veut entendre à rien. C'est moi. Avec l'aide de Dieu, monsieur Dexter, je voue ma vie à la revendication de l'innocence de mon mari. Vous êtes son ancien ami. Je viens vous demander de m'aider dans ma tâche. » Il semblait que c'était moi maintenant qui l'effrayais. Il passa avec inquiétude sa main sur son front, comme s'il eût voulu chasser de son cerveau quelque pensée importune. « Est-ce un rêve ?» se demanda-t-il à voix basse. « Êtes-vous une vision de la nuit ?» « Je ne suis qu'une femme, repris-je. Une femme sans amis, qui a perdu tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle honorait au monde, et qui s'efforce de le reconquérir. » Il allait faire un mouvement pour rapprocher de nouveau son fauteuil. Je levai la main. Il s'arrêta aussitôt. Il y eut un moment de silence. Nous nous observions mutuellement. Ses mains tremblaient, son visage était pâle, ses lèvres étaient frémissantes. Quel souvenir éteint et enseveli dans son âme avais-je fait revivre dans toute sa primitive horreur? Il prit le premier la parole. « C'est donc là, dit-il, l'intérêt que vous avez à pénétrer le mystère de la mort de madame Eustache Macallan ?»« Oui. »« Et vous croyez que je puis vous y aider ?»« Je le crois. » Il leva lentement sa main droite, l'index dirigé sur moi. « Vous soupçonnez quelqu'un, dit-il. » Il dit cela d'un ton bas et menaçant. Il semblait m'avertir de prendre garde. Mais tant pis. Je n'allais pas arrêter là ma confidence. Je n'allais pas perdre ainsi le résultat de tout ce que j'avais souffert et risqué dans cette périlleuse entrevue. « Vous soupçonnez quelqu'un, répéta-t-il. « Peut-être, dis-je. Et la personne que vous soupçonnez est-elle à votre portée? Pas encore. Savez-vous où elle se trouve? Non. Il posa sa tête languissamment sur le dossier de son fauteuil, en poussant un long soupir. Était-ce un soupir de soulagement ou de contrariété? Était-il seulement fatigué d'esprit et de corps? Qui aurait pu sonder et dire ce qui se passait dans cette âme?
Voulez-vous bien avoir la bonté de m'accorder 5 minutes? 5 minutes de répit et de repos. Je vous ai dit déjà combien tout ce qui a rapport au drame de Gleninch m'émeut et m'exalte. Je serai en état de reprendre tout à l'heure notre entretien, si vous voulez me faire la grâce de me laisser quelques minutes livrées à moi-même. Vous trouverez des livres dans la chambre d'à côté. Veuillez m'excuser. Je me retirai aussitôt dans la pièce d'entrée. Il me suivit dans son fauteuil, jusqu'à la porte qu'il ferma derrière moi. Chapitre 29. La lumière se fait. Un moment de solitude fut d'ailleurs un soulagement pour moi, aussi bien que pour Misérimous Dexter. Des doutes qui me firent tressaillir s'emparèrent de moi, tandis que j'allais et venais avec inquiétude, tantôt dans le vestibule et tantôt dans le corridor. Il était évident que j'avais, très involontairement, réveillé dans l'âme de Misérimous Dexter quelque poignant secret. Je torturais et fatiguais ma pauvre cervelle en m'efforçant de deviner ce que ce secret pouvait être. Tous mes efforts, comme l'événement me le fit voir, furent vainement dépensés en suppositions, dont pas une n'approchait de la vérité. Je me plaçais sur un plus ferme terrain quand j'arrivai à cette conclusion que Dexter n'avait assurément fait confidence de son secret à personne. Il n'aurait pas laissé voir les signes de trouble que j'avais remarqués en lui s'il avait publiquement avoué, devant la cour, ou communiqué à quelque ami intime, tout ce qu'il savait du terrible drame qui s'était passé dans la chambre à coucher de Gleninch. Quelle puissante influence l'avait contraint à se taire? Avait-il gardé le silence par considération pour une autre personne ou par crainte des conséquences qui pourraient en résulter pour lui-même? Il m'était impossible de le dire. Pouvais-je espérer qu'il consentirait à me confier ce qu'il avait eu à la justice et à ses amis? Quand il saurait ce que j'attendais réellement de lui, voudrait-il tirer de l'arsenal de ses connaissances l'arme avec laquelle je pourrais obtenir la victoire dans le combat que je me préparais à livrer? Ce n'était pas présumable. Je ne pouvais le nier. Toutefois, l'entreprise valait la peine d'être tentée. Le hasard pouvait se déclarer en ma faveur avec un être aussi bizarre que Misérimous Dexter. Mon plan et mon projet étaient suffisamment étranges, suffisamment éloignés des voies ordinaires que suivent les pensées et les actions d'une femme pour attirer ses sympathies. Qui sait, pensais-je en moi-même, si par hasard je ne pourrais pas gagner sa confiance en lui disant simplement la vérité? Au bout d'un instant, la porte se rouvrit, et la voix de mon hôte me rappela dans la grande pièce. « Soyez la bienvenue, chère madame Valéria, dit Misérimous Dexter. Je suis pleinement en possession de moi-même. Et vous, comment vous trouvez-vous? » Il me regardait et me parlait avec la cordialité d'un vieil ami. Pendant mon absence, si courte qu'elle eût été, un changement s'était encore produit dans cet esprit multiforme. Ses yeux brillaient de bonne humeur, le sang affluait à ses joues, sous l'influence d'une nouvelle surexcitation. Son costume même avait subi une modification depuis que je l'avais quitté. Il portait maintenant une sorte de bonnet en papier blanc. Ses manchettes étaient retroussées. Un tablier d'une propreté irréprochable était étendu sur son couvre-pied vert de mer. Il tourna son fauteuil vers moi, en s'inclinant et souriant, et m'invita à m'asseoir avec la grâce d'un maître à danser. « Je vais remplir l'office de cuisinier, » dit-il avec la plus cordiale simplicité. « Nous avons besoin tous deux de nous rafraîchir avant de reprendre notre sérieux entretien. Vous voyez que j'ai pris mon habit de cuisinier. Pardonnez-le, moi. Il y a des formes à observer en toute chose. Je suis un grand partisan des formes. J'ai pris un peu de vin. Veuillez m'en excuser en prenant un peu de vin vous-même. » Il remplit un verre en vieux cristal de Venise, d'une liqueur rouge pourprée qui plaisait à la vue. « C'est du Bourgogne, dit-il, le roi des vins. Et celui-ci est le roi des vins de Bourgogne. C'est du Clos Vougeot,
Je bois à votre santé et à votre bonheur. » Il remplit un second verre pour lui-même et le vida en entier pour me faire honneur. Je compris alors la cause de l'éclat qui brillait dans ses yeux et des vives couleurs répandues sur ses joues. Il était de mon intérêt de ne pas l'offenser. Je bus de son vin, et je convins avec lui qu'il était délicieux. « Que mangerons-nous » demanda-t-il. « Il faut que ce soit quelque chose de digne du Clos Vougeot. Ariel, la pauvre fille, c'est un peu de cuisine. Mais je ne vous ferai pas l'injure de vous en offrir un échantillon. Permettez-moi de vous choisir quelque chose qui mérite de vous être offert. Allons à la cuisine. » Il fit tourner son fauteuil et m'invita à l'accompagner par un signe courtois de la main. Je le suivis jusqu'à des rideaux fermés qui se trouvaient à l'un des bouts de la chambre et que je n'avais pas encore remarqués. Tirant ces rideaux, il exhiba à ma vue une sorte d'alcôve ou cabinet dans lequel se trouvait un petit fourneau de cuisine à gaz d'une propreté parfaite. Des tiroirs, des buffets, des assiettes, des plats, des casseroles étaient rangés le long des murs. C'était une batterie de cuisine en miniature, toute reluisante de propreté. « Salut à la cuisine » dit Misérimous Dexter. Il tira d'un enfoncement dans le mur une plaque de marbre qui servait de table et se mit à réfléchir profondément en portant la main à son front. « J'ai trouvé » s'écria-t-il. Et ouvrant un des buffets, il y prit une bouteille noire d'une forme qui m'était entièrement nouvelle. Sondant cette bouteille avec une longue et grosse aiguille, il en tira plusieurs petites pommes noires, de forme très irrégulière, qui auraient été assurément bien connues d'une femme accoutumée au luxe de la table des riches, mais qui ne l'était nullement d'une provinciale comme moi, ayant toujours vécu à la campagne, d'une vie simple, dans la maison d'un ministre jouissant d'un faible revenu. Quand je vis mon hôte déposer soigneusement ces substances, qui n'avaient rien de séduisant, sur une serviette blanche, puis se plonger encore une fois dans ses réflexions, en les considérant, je ne pus imposer plus longtemps silence à ma curiosité, et je m'aventurai à demander ce que c'était que cela, et si c'était des choses bonnes à manger. Misérimous Dexter fit un bond sur son fauteuil à cette question inattendue, et me regarda en étendant les bras en signe d'étonnement. « Où sont nos progrès si vantés » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que l'éducation sinon un vain mot ? Voici une personne bien née, bien élevée, qui ne connaît pas les truffes. » « J'en avais entendu parler, » dis-je humblement, « mais je n'en avais jamais vu jusqu'à présent. Nos humbles tables dans le Nord, monsieur Dexter, ne connaissent pas ce luxe exotique. » Misérimous Dexter piqua délicatement une de ces truffes du bout de son aiguille et me la présenta, de façon à m'en donner une idée favorable. « Faites votre profit, dit-il, de l'une des premières sensations, si peu nombreuses dans cette vie, qui ne cachent aucun désappointement sous leur apparence extérieure. Regardez bien cette truffe, madame Valéria, vous allez la manger tout à l'heure. Cuite à l'étuvée, dans du vin de Bourgogne. » Il alluma le gaz du fourneau, avec l'air d'un homme qui allait me donner une preuve inappréciable de son zèle. « Pardonnez-moi, dit-il, si je garde le plus absolu silence, à partir du moment où je prends ceci dans ma main. » En parlant ainsi, il retira de sa batterie de cuisine une petite casserole qui brillait sur toutes ses faces. « Pour être convenablement pratiqué, l'art du cuisinier exige qu'il ne divise pas son attention, » continuait-il gravement. « C'est pourquoi aucune femme n'a jamais atteint, aucune n'atteindra jamais le point culminant de cet art. Règle générale, les femmes sont incapables de concentrer d'une manière absolue toute leur attention sur une seule occupation, quelle qu'elle soit, pendant un temps déterminé. Leur esprit se portera immanquablement sur quelque autre objet, par exemple sur leur amoureux, ou sur leur nouveau chapeau. Le seul obstacle, madame Valéria, qui vous empêche de vous élever au niveau des hommes dans les diverses carrières industrielles, n'est pas, comme les femmes le supposent à tort, dans le vice des institutions du siècle où elles vivent. Non, cet obstacle est en elle-même.
Aucune institution qu'on puisse imaginer dans l'intérêt de leur progrès ne sera jamais assez forte pour lutter avec succès contre l'amoureux ou le nouveau chapeau. Il y a peu de temps, par exemple, j'obtins de faire entrer des femmes dans les bureaux de l'administration des postes. L'autre jour, je pris la peine très sérieuse pour moi, de descendre mon étage et de rouler mon fauteuil jusqu'au bureau de l'administration pour voir comment les femmes qui y étaient employées exécutaient leur travail. Je pris avec moi une lettre qui devait être enregistrée. Elle portait une adresse extraordinairement longue. La femme chargée de l'enregistrer commença à copier l'adresse sur le reçu d'une manière vraiment réjouissante et amusante. Elle était arrivée à la moitié de ce travail quand une petite sœur de l'une des femmes employées dans le bureau y entra et passa précipitamment sous le comptoir de l'enregistreuse pour aller trouver sa sœur et lui parler. L'esprit de l'enregistreuse prit aussitôt sa volée. Son crayon s'arrêta, ses yeux suivirent l'enfant avec une charmante expression d'intérêt. « Eh bien, lui dit-elle, « Lucie, comment te portes-tu » Puis, se rappelant son travail, elle s'y remit. Quand je pris mon reçu sur le comptoir, une ligne de l'adresse de ma lettre avait été oubliée dans la copie, grâce à Lucie. Un homme à la place de cette femme n'aurait pas pris garde à Lucie. Il serait resté trop attentif à son travail. Il y a, entre les deux sexes, sous le point de vue intellectuel, une différence profonde et que toutes les lois imaginables ne pourront jamais faire disparaître, tant que durera le monde. Mais les femmes sont infiniment supérieures aux hommes, sous le rapport des qualités morales qui sont le véritable ornement de l'humanité. Contentez-vous, chère sœur, de votre lot, et ouvrez les yeux sur votre cœur. Sur ce, il tourna son fauteuil vers le fourneau. Il eût été inutile de le contredire, même quand je me serais senti disposé à le faire. Il s'absorba entièrement dans la préparation de son étuvée. Il jetait les yeux autour de moi. Le même goût pour les sujets horribles que les peintures du rez-de-chaussée m'avaient fait voir dans l'esprit de Miserrimus Dexter se montrait encore ici. Les photographies suspendues au mur représentaient les différentes formes de folie qu'on peut rencontrer dans la vie humaine. Les moules en plâtre, rangés sur la tablette du mur opposé, étaient des moules pris, après leur mort, sur des têtes de meurtriers célèbres. Un effrayant squelette de femme se dressait dans une armoire dont la porte était vitrée, et on lisait, placée sur le crâne, cette inscription cynique. « Contemplez la charpente sur laquelle repose l'édifice de la beauté. » Dans une armoire correspondante, et dont la porte était ouverte, pendait toute déployée une chemise, qui me sembla tout d'abord faite de peau de chamois. Mais, en la touchant, je reconnus qu'elle était plus souple qu'aucune peau de chamois que j'eusse jamais maniée. Je trouvai, dans l'un de ses plis, attaché avec une épingle, cette abominable étiquette. Peau tannée d'un marquis français. Qui dira que les nobles ne sont bons à rien? On peut en faire de la peau de première qualité. Après ce spécimen du goût de mon hôte, en fait de curiosité, je renonçai à poursuivre plus loin mon investigation. Je revins prendre place dans mon fauteuil et j'attendis les truffes. En ce moment, la voix du poète, peintre, compositeur, cuisinier me rappela vers la cuisine. Le gaz était éteint, la casserole et son contenu avaient disparu. Sur la table de marbre, je voyais 2 assiettes, 2 serviettes, 2 petits pains et un plat, avec une autre serviette, sur laquelle se trouvaient 3 ou 4 boules noires. Miserrimus Dexter, avec le sourire le plus aimable, mit une de ces boules sur mon assiette et une autre sur la sienne. « Faites bien attention, dit-il. Ceci fera époque dans votre vie. Vous garderez le souvenir du jour où vous aurez mangé votre première truffe. Ne la touchez pas avec votre couteau. Ne vous servez que de votre fourchette. Et pardonnez-moi, mais ma recommandation est essentielle. Mangez avec lenteur. » Je suivis ces instructions et j'affectai un enthousiasme que je ne ressentais, je dois l'avouer, qu'à demi. Je trouvais, à part moi, ce végétal de bien haut goût et en même temps tout à fait au-dessous des éloges qu'on en fait.
Misérimous Dexter savourait sa truffe avec une savante lenteur. Il sirotait délicieusement son merveilleux Bourgogne. Il chantait ses propres louanges comme cuisinier. Si bien que je finis par ne plus y tenir, impatiente de revenir à l'objet de ma visite. En dehors de mon unique but, tout m'était bien égal, et je voulus faire sentir à mon hôte que nous perdions un temps précieux. À brûle-pourpoint, je lui posai donc la question la plus dangereuse. « Monsieur Dexter, dis-je, n'avez-vous pas entendu parler, dans ces derniers temps, de Madame Bowley ?» Le sentiment de douce satisfaction répandu sur son visage s'évanouit à cette brusque question, et ne laissa pas plus de traces que n'en laisse une lumière qui s'éteint. Je retrouvai dans son attitude et dans sa voix la méfiance que j'y avais déjà signalée. « Est-ce que vous connaissez Madame Bowley ?» demanda-t-il. « Je ne la connais, répondis-je, que parce que j'ai lu sur elle dans le compte-rendu du procès. » Il ne se tint pas pour satisfait de cette réponse. « Vous devez avoir un intérêt quelconque à me poser cette question, dit-il, ou vous ne l'auriez pas adressée. Est-ce comme ami ou comme ennemi que vous vous intéressez à Madame Bowley ?» Si hardi que je puisse être, je n'avais pas encore assez de témérité pour répondre avec une franchise entière à cette franche question. Je voyais assez dans la physionomie de Misérimous Dexter que je devais me tenir sur mes gardes vis-à-vis de lui avant qu'il ne fût trop tard. « Je ne puis vous dire qu'une chose, répliquai-je, et c'est qu'il faut que je revienne à un sujet auquel il vous est très pénible de toucher. Je veux dire au procès. »« Soit, fit-il avec un de ces mouvements de mauvaise humeur. Je suis ici à votre merci. Je suis un martyr sur le bûcher. Attisez le feu. Attisez le feu. » « Je ne suis qu'une femme ignorante, repris-je, et j'avoue que je vois mal les choses. Mais il y a, dans le procès de mon mari, un passage qu'il m'est impossible d'admettre. La défense que son avocat a fait entendre pour lui me semble avoir été une complète méprise. « Une complète méprise ?» répéta-t-il. « C'est là, Madame Valéria, un langage étrange, pour ne rien dire de plus. » Il voulait prendre un ton badin. Il leva son verre, mais je pus voir que j'avais produit une vive impression sur lui. Sa main trembla quand il approcha le verre de ses lèvres. « Je ne doute pas, continuai-je, que la première femme de Stache lui ait réellement demandé d'acheter l'arsenic. Je ne doute pas qu'elle s'en soit servie pour corriger son teint. Mais ce que je ne puis pas croire, c'est qu'elle soit morte pour en avoir pris, par erreur, une dose exagérée. » Il reposa le verre sur la table qui était près de lui, avec une telle précipitation qu'il répandit la plus grande partie du vin contenu dans ce verre. Ses yeux rencontrèrent les miens, mais il les baissa presque aussitôt. « Comment croyez-vous alors qu'elle soit morte ?» demanda-t-il, d'un ton si bas que je pus à grand-peine l'entendre. « Elle a été empoisonnée, » répondis-je. Il fit un mouvement sur son fauteuil, comme s'il était sur le point de sauter à terre. Mais il y retomba, saisi d'une subite faiblesse. « Non, par mon mari, » me hâtai-je d'ajouter. « Vous savez que j'ai la conviction absolue de son innocence. » Je le vis frissonner. Je vis ses mains se cramponner convulsivement au bras de son fauteuil. « Qui donc l'aurait empoisonné ?» demanda-t-il en appuyant encore sa tête sur le dossier du fauteuil. À ce moment critique, le courage me manqua. J'avais peur de lui dire sur qui se portaient mes soupçons. « Ne me devinez-vous pas ?» dis-je. Il y eut une pause. Je supposais qu'il se laissait aller au cours de ses idées. Ce ne fut pas pour longtemps. Tout à coup, il tressaillit. L'espèce de prostration qui s'était emparée de lui s'évanouit subitement. Ses yeux recouvrèrent leur étrange éclat, ses mains cessèrent de trembler. Le coloris de ses joues devint plus brillant. Avait-il réfléchi sur le genre d'intérêt
qui me portait à l'interroger au sujet de madame Boly. Avait-il deviné ma pensée? Oui, il l'avait devinée. « Dites-moi la vérité, sur l'honneur, s'écria-t-il. Ne cherchez pas à me tromper. Est-ce une femme? C'est une femme. Quelle est la première lettre de son nom? Est-ce une des 3 premières lettres de l'alphabet? Oui. Un B? Oui. Boly? Boly. Il leva les mains au-dessus de sa tête et poussa un éclat de rire frénétique. « J'ai assez vécu, s'écria-t-il d'un ton étrange. Enfin, j'ai découvert une autre personne dans le monde qui voit le fait aussi clairement que je le vois moi-même. Cruelle madame Valéria, pourquoi m'avez-vous mis à la torture? Pourquoi n'avez-vous pas avoué cela plus tôt? Quoi? M'écriai-je à mon tour, en me laissant gagner par la contagion de sa crise nerveuse. Vos idées seront-elles pareilles à mes idées? Est-il possible que vous aussi, vous soupçonniez madame Boly? Il fit cette remarquable réponse. Soupçonner? Répéta-t-il avec dédain. Il n'y a pas pour moi, sur ce point-là, l'ombre d'un doute. Madame Boly a empoisonné la première femme d'Eustache. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce, ou liker, ou mettre un commentaire. À bientôt.